Nouveau, bienvenue à toutes et à tous à cette demi-heure privilégiée avec Roberto de Primis qui va nous faire un point de situation. Comment va ce monde, Roberto, depuis 2 semaines? Je vais essayer d'être transversal pour ne pas rester uniquement sur des sujets que vous entendez non-stop. Comme on fait chaque semaine, j'essaye de reprendre un certain nombre de points dans l'actualité, d'essayer de les relier des fois parce qu'on va un peu parler de la France quand même, on va un peu parler du résultat et ce qu'il pourrait y avoir comme effet. Je vais subdiviser aussi avec ce qui se passe au sein du continent européen, en ce compris la Turquie aussi, parce que l'inflation de ce côté-là devient incontrôlable et ça pose vraiment problème. On passera aussi au Mexique avec des questions énergétiques, et en Russie qui est en train de trembler sur le plan économique avec ce qui se passe au niveau du conflit ukrainien. Quelques mots sur la France, il faut quand même en parler, même si vous avez entendu beaucoup de choses. Je le fais de manière assez succincte. Après, vous me posez des questions si vous voulez. Première chose, c'est à se demander quand même si ce n'est pas le troisième parti qui a profondément gagné cette élection. Le troisième parti, ce n'est pas celui de Mélenchon, mais bien des gens qui se sont abstenus. Donc là aussi, il faudrait se poser une question par rapport à ce refus de la politique ou ce rejet de la politique, quelle qu'elle soit, mais aussi à ce qui va arriver au mois de juin avec les élections législatives, quand on voit le nombre de millions de voix engrangées par Marine Le Pen et Mélenchon, de ce côté-là, on se rend compte quand même que ce sont deux pôles qui pourraient avoir énormément de voix lors des élections législatives en France. Et donc, ce sera un président avec justement un Parlement qui serait contre lui ou à tout le moins qui pourrait le freiner énormément. Alors, Macron est un président réélu, mais c'est un président plus perdant qu'autre chose. Moi, c'est un peu le ressenti que j'ai eu jusqu'ici. Et le vote populaire, quand on regarde bien, Marine Le Pen a profondément gagné des voix. Par contre, elle a perdu. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron a perdu à droite, a perdu à gauche. On voit que dans les périphéries, là aussi, c'est nouveau, Mélenchon a gagné. Donc, il y a vraiment une réécriture du paysage politique en France. Et ça pourrait avoir donc un certain nombre de conséquences aux élections législatives qui auront lieu, bien sûr, au mois de juin, mais aussi alors pour des décisions que devrait prendre le président. Le président Macron sera peut-être plus menotté dans les décisions qu'il devra prendre. Et peut-être qu'il fera comme souvent avec des présidents américains qui ont un congrès contre eux, aller voir peut-être pour des questions plus internationales où ils ont moins besoin de demander l'avis de leur Parlement. Alors au niveau de l'Europe, et je vous dis, j'ai été de manière très succincte. Après, venez avec des questions. On est là quand même là, non pas pour m'écouter, mais pour qu'on ait vraiment un débat d'idées. Je vais essayer de m'arrêter à 45, comme ça on aura 15 minutes ensemble d'échange. Au niveau européen, là, ça pose quand même de sérieuses questions. Au niveau énergétique, l'Allemagne se pose des questions si elle doit rouvrir ou pas, mais là, au niveau juridique et même technique, pour rouvrir des centrales nucléaires, là aussi, c'est un questionnement pour essayer de diminuer la dépendance qu'elle peut avoir avec la Russie pour le gaz et pour le pétrole. L'Italie, elle, est en train de remplacer un autocrate Poutine par d'autres autocrates, vu qu'il y a énormément de missions, en fait, que ce soit du ministre des Affaires étrangères italien ou encore du ministre de l'économie et de l'énergie, qui vont dans certains pays africains, avec des gouvernements assez douteux, pour aller essayer de signer des contrats énergétiques qui permettent alors de diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Italie. Donc on voit bien que les conséquences du conflit entre l'Ukraine et la Russie posent de sérieux problèmes parce qu'on remplace, ça je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines, un autocrate par un autre. Là, par exemple, les Italiens ont été signés des contrats en Algérie, au Congo, même si là c'est un président élu, c'est une autre histoire, mais en Angola et dans d'autres pays où des fois le pouvoir peut être un peu plus douteux ou peut avoir une mainmise sur le secteur énergétique. D'un autre côté, je vous en parlais tout à l'heure, la Turquie a un gros problème d'inflation, mais là, quand on regarde la différence sur une seule année, on est au-dessus des 30% d'inflation. Alors là, on est quand même loin des chiffres qu'il peut y avoir ici au sein de l'Union européenne, où on est, et même en Suisse, sur du 5 à 8%, mais aux États-Unis, on commence vraiment à avoir de gros problèmes d'inflation de ce côté-là aussi, ce qui veut dire qu'on doit augmenter les salaires. Et donc, il y a un coût salarial de ce côté-là pour l'ensemble des entreprises et donc pour l'économie. Deux derniers points au niveau européen, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des politiques qui sont en train de changer au niveau des flux migratoires. Ça a été lancé par la Grande-Bretagne et le Danemark est en train de réfléchir, c'est-à-dire que
tous ceux qui déposent une demande pour pouvoir être un immigré, mais sur un plan tout à fait légal, hein, en déposant une demande tout à fait réglementaire, vont être positionnés, mis dans un pays tiers qui serait en Afrique. Et là, c'est un accord que la Grande-Bretagne a signé avec le Rwanda. Donc, ceux qui déposent une demande d'asile ou d'immigration au sein de la Grande-Bretagne iront d'abord, pendant un certain temps, au Rwanda. Idem pour le Danemark, qui est en train de réfléchir à une politique assez similaire. Donc, on est en train de voir que des positions sont en train de devenir assez dures sur des questions migratoires dans un certain nombre de pays. Je pense maintenant ici à la Grande-Bretagne qui applique cette politique-là. Le Danemark est en train d'y réfléchir. On passe à la Chine, quelques mots quand même sur la Chine, où là, la politique de zéro Covid, donc zéro Covid dans le sens essayer un maximum d'éviter des clusters donc dans des endroits bien précis, c'est le cas avec Shanghai à l'heure actuelle, et donc une fermeture totale ou presque totale des frontières, donc avec des conditions extrêmement dures pour rentrer sur le territoire chinois, mais surtout, alors, vous l'avez vu, les images qu'il y avait sur le terrain à Shanghai, des gens qui étaient envoyés de force dans certains endroits pour essayer d'éviter une croissance en fait du nombre de personnes infectées par la Covid, on voit que cette politique en fait zéro Covid est en train de poser un problème sur le plan de la croissance. L'ensemble de la croissance du PIB au niveau chinois est en train de baisser. Les prévisions étaient à du 6, du 5,9%. On est en train de descendre. Certaines prévisions voient même qu'on est en train de descendre en dessous d'une croissance de 5%. Et là aussi, ça pose quand même un problème pour les Chinois, surtout que arrive bientôt le congrès du Parti communiste. Xi Jinping a quand même voulu, comme partie centrale de sa politique, la croissance économique et le bien-être surtout de l'ensemble de ses citoyennes et ses citoyens. Alors, une question liée à la Russie. Dans ce conflit russo-ukrainien, on n'en parle pas assez de ce côté-là, mais il y a énormément en fait d'entreprises occidentales et pas que américaines qui ont fermé. Ça, on en a entendu parler. Mais alors, pour suivre le droit russe, elles ont eu l'obligation, en se retirant pendant un certain nombre de mois, de laisser sur leur payroll, donc de continuer à payer un ensemble d'employés. Donc, il y a environ 200 à 220 000 employés en Russie qui, à l'heure actuelle, continuent à être payés par des entreprises internationales, majoritairement occidentales, même si elles ont fermé leurs bâtons et leurs boutiques. Et bon, peut-être que si elles reviennent dans les prochains mois, elles vont réemployer et donc continuer à payer cet ensemble de personnes russes. Donc, ça veut dire qu'à terme, s'il y a une fermeture définitive et que le conflit perdure, il pourrait y avoir environ 220, même plus, on dit, parce que les chiffres ne sont pas très clairs, 250 000 personnes, c'est quand même assez énorme, de Russes donc, qui pourraient tomber au chômage. Donc, il y a quand même des effets collatéraux et pas que humains. J'entends par là tout ce qui est les personnes qui décèdent sur le terrain, mais il y a des effets collatéraux aussi qu'on voit peu sur le plan économique et dont on parle très peu et qui pourraient peut-être freiner le pouvoir russe dans son élan à l'heure actuelle, dans son élan guerrier sur le terrain en Ukraine. Alors, deux derniers petits points, effets néfastes de la Covid, on n'en a pas beaucoup parlé ces derniers mois, mais l'ensemble des laboratoires et des compagnies pharmaceutiques qui ont des essais, des tests cliniques pour le cancer, ont dû mettre de côté un certain nombre de tests qui devaient avoir lieu pendant le confinement et qui ont été donc postposés. L'histoire, c'est qu'à part Novartis, qui a gardé environ 90% de l'ensemble de ces tests oncologiques, mais ce qui veut dire par là que ces tests, ils ont été postposés de 2 à 3 ans et l'effet et les tests qui vont être faits a posteriori vont avoir des effets sur 5 à 10 ans. Et donc, ça va poser des problèmes, notamment dans tout ce qui est cancer du sein et cancer du côlon. On en a beaucoup parlé. Novartis, j'en parle parce que c'est une marque suisse, a réussi donc à garder l'ensemble de ces tests. 90 à 92% en fait, de tests ont pu garder. Mais donc, on voit que la Covid a eu aussi un effet néfaste de ce côté-là dans la recherche et l'innovation contre le cancer. Dernier petit point, et là, il est 45, donc j'ai vraiment terminé quasiment à temps chez Renza. C'est tout ce qui touche à l'énergie. Vous avez entendu parler d'Elon Musk qui rachète Twitter pour 43 milliards de dollars. Ce dont on a
pas assez parlé, c'est toute la chaîne de valeur qu'il peut y avoir chez Tesla. Tesla, constructeur de voitures, plus constructeur de batteries et d'énergie que de voitures. Et pour ces batteries, il y a des éléments fondamentaux, le graphène et d'autres terres rares, mais surtout le lithium. Eh bien, il y a une nation, et ça de nouveau, j'essaye au maximum lors de nos rencontres hebdomadaires de vous reprendre un ensemble de points dans l'information internationale qui sont hors radar. Eh bien, c'est le Mexique qui a nationalisé ses réserves de lithium. Donc, elle a décidé que l'ensemble de ces terrains, et donc c'est le pays à travers le monde et surtout sur le continent des Amériques, donc Amérique du Sud et Amérique du Nord, qui a les plus grandes réserves de lithium. Donc, ça vous donne quand même une idée. Et de sa force de frappe, vu que le lithium, son prix à la tonne a explosé ces dernières 5 années, pour des questions que vous connaissez bien sûr, pour des questions de batterie, mais pas que. Eh bien, le Mexique a décidé de nationaliser l'ensemble de ces terrains pour pouvoir mieux gérer avec l'offre et la demande. Donc, ça a été une décision qui a été prise autour de Pâques par le président Obrador, le président mexicain, et qui pourrait avoir des effets aussi sur le marché, sur l'offre et la demande et les prix du lithium sur le court et sur le moyen terme. Voici aussi pourquoi Elon Musk voulait acheter à terme dans toute son échelle de valeur, donc pas que produire des batteries et des voitures, mais aussi acheter des mines à ciel ouvert de lithium. Voilà, je m'arrête là, Madame la Présidente. J'essaie de faire au maximum et brièvement. Et là, maintenant, je m'ouvre totalement l'Assemblée pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Merci beaucoup, cher Roberto. Juste pour compléter, une bonne nouvelle dans ce monde? Je sais qu'il fallait essayer d'en avoir. J'espère qu'à terme, tout simplement, autour du 9 mai qui va se rapprocher, qui était une date fatidique en Russie, il pourrait y avoir soit une grosse cassure dans le conflit ukrainien, parce qu'en fait, le 9 mai, c'est une date fatidique en Russie, une fête en fait qui remonte pour les militaires russes et les autorités russes par rapport à une ancienne guerre. Et donc, de ce côté-là, peut-être pouvoir voir soit le pouvoir en place à Moscou et au Kremlin calmer le jeu avec le conflit en Ukraine, qui rassurait quand même beaucoup d'investisseurs et de financiers qui sont ici autour de la table, ou alors ça peut être aussi un effet pervers, que juste avant ce 9 mai-là, il y ait une accélération peut-être de la part des autorités russes pour faire un grand coup sur le terrain, pour avoir une grande victoire pour le 9 mai. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, mais avec une teinte un peu plus sombre, mais je ne vois que ça à l'horizon, ce qui me rassure aussi dans ce que je vous disais par rapport aux tests, donc l'effet néfaste du Covid, mais donc les tests qui ont lieu sur le terrain maintenant contre le cancer, c'est que l'ensemble des entreprises pharmaceutiques, mais même les gouvernements, se sont rendus compte de ce gros problème-là et donc sont en train de réinvestir massivement dans la recherche contre le cancer, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est vraiment 2 années et demie de perdu, et donc il y a un réinvestissement massif. Il y a beaucoup de fondations qui reçoivent beaucoup d'argent d'un seul coup par des autorités publiques, mais même par des mécènes. Donc ça pourrait être aussi un effet un peu boule de neige de ce côté-là pour relancer la recherche contre le cancer, et de manière transversale, quel que soit le cancer. Donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, ça peut être le côlon ou le cancer du sein. Merci beaucoup. N'hésitez pas de demander la parole si vous avez des questions à poser. Juste quand même, le zéro Covid en Chine, on sait par les chiffres, hein, il y a 20 à Shanghai qui est complètement bouclé, où les gens plutôt meurent de faim que du Covid. 20 000 positifs par jour. On vient de nous annoncer sur 25 millions d'habitants 10 morts entre 60 et 101 ans. Lecture de ce matin. Mais quelle est donc cette folie de stratégie, ou cette stratégie folle? À quoi ça sert? Je crois qu'ils prennent exemple, ou alors c'est les Vietnamiens qui prennent exemple sur les Chinois, d'une politique vraiment pour être sûr et certain. Ils se sont basés en fait sur des faits qui ont eu lieu il y a plus de 15 ans, donc quand il y a eu le virus SARS qui était en Asie du Sud-Est, où là les pays étaient préparés, mais surtout les pays se sont fermés pour essayer d'éviter un maximum la propagation du virus. Et donc c'est une politique qu'ils ont appliquée au Vietnam, qu'ils ont appliquée en Chine. On l'a vu dans certaines provinces, maintenant c'est un peu plus petit, c'est sur une ville, mais enfin quand on reprend Shanghai, c'est quand même 24 à 25 millions d'habitants, donc c'est quand même énorme. C'est 2 fois et demi la Belgique et 2 fois et demi aussi la Suisse, donc ça vous donne quand même une idée de l'impact que ça peut avoir sur l'économie, bien que les Chinois sont quand même
ont été capables de digitaliser énormément. Donc, c'est vraiment une politique voulue par le gouvernement de contrôle aussi qui a toujours été par le Parti communiste, de vouloir vraiment garder la main mise. Donc, ça aussi, c'est inscrit dans l'ADN des Chinois, mais dans l'ADN aussi des Vietnamiens, de vouloir garder la main mise sur ce qui se passe sur leur territoire. Et on l'a vu d'ailleurs, il y a eu des scènes de gens qui hurlaient à leur balcon ou qui hurlaient tout simplement quand ils étaient retirés de leur appartement pour être mis dans des halls omnisports, pour être sûr et certain qu'on cantonne à certains endroits physiquement ou géographiquement le virus. Merci beaucoup. Alors, il y a des mains qui se sont levées. Jean, merci d'activer ton micro. Il faut activer ton micro. Voilà. Merci de poser de brèves questions. Bref. Bonjour Roberto, comment vas-tu? Salut, pleine forme. Très bien. Écoute, tu as parlé de la France et des élections, et j'aurais aimé t'entendre parler aussi sur l'Europe. Quel est l'impact sur l'Europe, effectivement? Parce que ce qu'on a vécu aujourd'hui avec la guerre, c'est un rapprochement des Européens. En 2 points, je serai bref, je sais, Enza, il faut être bref, il faut laisser la place au Bref, maximum. on a un tas de questions à te poser, tu sais pas. Mais alors, tu peux m'appeler. D'accord, c'est ce que j'ai compris. Non, ce que je veux dire, ça a rassuré énormément en fait de chancellerie à travers l'Union européenne d'avoir encore Macron. Pourquoi? Parce que avec le changement de chancelier à Berlin, d'avoir Scholz maintenant à la place de Merkel, on avait quand même quelques doutes parce que le grand moteur en fait de l'Union européenne, ça reste quand même Paris et Berlin. Et donc, si on perdait Emmanuel Macron de ce côté-là, je crois que l'Union européenne allait s'effriter, ou en tout cas l'impulsion qu'il pouvait y avoir. Donc, l'élection du président français rassure les marchés, rassure les chancelleries et rassure aussi les institutions européennes qui peuvent continuer à voir sur le moyen et sur le long terme dans un ensemble de problématiques, mais surtout de grands projets sur le cyber, sur le digital, mais aussi sur le plan énergétique. Là, au Parlement européen, à la Commission, ils sont en train de réfléchir et de travailler énormément sur des législations pour être sûr et certain qu'au niveau de la dépendance et la résilience au niveau gazier et pétrolier, l'Europe ait une réponse avant l'été, parce que l'hiver approche à grands pas. Et c'est maintenant qu'on prend des décisions des politiques pour l'hiver 2022, si pas aussi le suivant. Pour l'Union européenne qui se rapproche, ça a été un rapprochement en fait, donc l'effet Vladimir Poutine, il a été en sens inverse pour les Européens, vu que Vladimir Poutine avait quand même travaillé aussi à une sorte de division et aussi financé et aidé un certain nombre de pays, de groupements politiques ou groupes politiques nationalistes ou indépendantistes. De ce côté-là, il y a eu un effet différent de renforcement. Mais maintenant, c'est un renforcement, j'en avais parlé il y a 2-3 semaines, je crois, Enza, c'est un renforcement avec les Américains. Donc, c'est-à-dire qu'on va acheter de l'américain au niveau pétrolier et gazier, donc dans le pétrole de schiste et le gaz de schiste, et on va acheter, ce n'est pas à vous, Suisse, que je dois le dire, des F-35 et donc de l'armement militaire américain. Où sont les projets européens là derrière, alors que les projets européens sont quand même français, allemands, etc. Donc, voilà, j'essaie de répondre vite, Jean, mais il y a encore plein de choses à dire. C'est parfait, ça me suffit. Merci beaucoup. Alexis? Oui, bonjour à tous. Concernant plutôt la situation française, qui peut avoir un impact bien évidemment après derrière au niveau européen et puis au niveau mondial, qu'est-ce que vous imaginez un petit peu sur les espèces de potentielles cohabitations, le quinquennat éventuel, un peu comment ça pourrait se dérouler s'il n'obtient pas la majorité à la législative, qu'est-ce que ça va donner un petit peu? Moi, j'ai un peu peur que finalement, on fasse 5 ans un peu dans l'eau, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Alexis, super question là, comme celle de Jean. En fait, ça va être en 2 parties. La première, ça va dépendre, à brève échéance, Emmanuel Macron va nommer en fait un ou une, j'espère une enfin, première ministre donc à Matignon. Donc là, de ce côté-là, il faudrait voir aussi ce qu'elle emprunte. Alors, on est en train de parler de l'actuel gouverneur de la Banque centrale européenne. Moi, j'y crois très peu en fait, parce que le président ne doit pas avoir non plus une image un peu trop marquante comme Premier ministre. C'est pas étonnant en fait qu'il ait nommé Jean Castex. Alors, donc, première partie de réponse, c'est on va voir quel gouvernement va être nommé. La deuxième partie de réponse, elle est un peu plus sombre, et j'en suis navré, Alexis, c'est que j'ai peur que ce soit une politique du grand écart. Politique du grand écart, c'est qu'il va y avoir une grande majorité, il risque d'y avoir une grande majorité en fait parlementaire, donc à l'Assemblée nationale, entre 2 extrêmes, à la droite et à la gauche, qui vont immobiliser le président.
Donc, soit le président Macron, donc soit d'une certaine manière, comme je le disais en début de conférence, le président Macron se tourne sur des questions internationales, soit il essaye de voir sur des questions qui seront transversales, j'espère de ce côté-là, tout ce qui touche au développement durable, à l'écologie, et peut-être sur des politiques industrielles qui seront elles aussi durables. Et donc, réussir à trouver sur le moyen et long terme du dialogue profondément avec les partis de droite et de gauche. Mais il n'y aura pas de majorité alternative. Si l'extrême droite et l'extrême gauche font un carton en juin aux élections législatives en France, je ne vois pas avec qui Macron pourrait s'allier. Donc, ce sera des politiques de dialogue, des politiques de très longue discussion, un peu comme Obama en 2010, quand il a perdu la majorité au Congrès, et il a dû passer, même au sein de son propre parti, les démocrates, il a dû passer des jours et des nuits et des dimanches à négocier avec chaque parlementaire, l'un à la suite de l'autre, pour être sûr d'avoir une majorité. Donc, soit Macron est intelligent, il va de manière transversale, et là, il fera le jeu des Verts et donc des personnes qui ont hautement défendu le développement durable et l'écologie à l'entre-deux tours, parce qu'on a quand même remarqué que le président est tout d'un coup, le président Macron sortant, est tout d'un coup devenu écologiste et socialiste pendant 12 jours. Merci Roberto, je ne vois pas de main se lever. Par rapport à ça, Mélenchon a demandé à ce qu'il soit nommé Premier ministre. Évidemment, ce n'est pas le peuple qui décide de toute façon. Est-ce qu'il pourrait y avoir une solution du genre pour Macron? À la limite, il met Mélenchon ou Marine Le Pen Première ministre. C'est inconcevable pour une chose bien claire, c'est que c'est toujours un ou une de ces poulains, si vous me permettez l'expression, il n'y a pas de jugement négatif de ce côté-là, mais et surtout une personne qui ne brille pas trop. Rappelez-vous l'ancien Premier ministre qui a été mis de côté et qui est reparti faire le maire du Havre. Son nom m'échappe là maintenant, il faut m'en excuser, et donc il prenait un peu trop de place. Oui, Édouard Philippe, voilà. Merci Enza. Et donc, de ce côté-là, il prenait un peu trop de place et il était trop visible sur la scène politique française. Et de ce côté-là, en fait, il y avait déjà une sorte de cohabitation, même si c'était du même parti. Et donc, avoir une personne hautement incontrôlable comme Marine Le Pen ou comme Mélenchon, c'est quelque chose d'impensable. Par contre, quand Jean-Luc Mélenchon dit clairement élisez-moi à son électorat, bien sûr, parce qu'il faut quand même voir la progression en millions de voix de Jean-Luc Mélenchon entre les dernières présidentielles et celle-ci, il a quand même vachement gagné des voix. Donc, il est en train d'appeler son propre électorat et lui demander très clairement, eux, il leur demande, élisez-moi Premier ministre. Et bien, de ce côté-là, c'est vraiment un message qu'il envoie pour le mois de juin. Il ne sera pas élu Premier ministre. Par contre, s'il a 20 à 25% de l'électorat, vous imaginez le nombre d'élus qu'il y aura à l'Assemblée nationale. Si Marine Le Pen fait idem et qu'il y a des abstentions, ce sera vraiment un président Macron extrêmement minoritaire à l'Assemblée nationale. Et donc, ce sera un canard boiteux, comme on dit souvent en politique américaine, un président qui n'a pas de majorité, comme Bill Clinton sur la fin de son mandat, comme Obama sur son second mandat et la fin de son premier mandat, qui ne regarde que vers l'étranger et qui essaye de marquer l'histoire de cette manière-là. Merci beaucoup, Roberto. Vous avez relevé vos mains, Jean et Alexis? Ou bien Alexis? Oui, c'était un petit peu sur le fait des partis qui se cassent un peu la figure côté français, du fait que enfin, je peux te tutoyer du coup, mais comme tu expliquais le fait d'avoir effectivement les deux extrêmes, le côté gauche, le côté droite, et puis au final l'extrême centre de Macron, le fait qu'il y ait un peu cette disparition des partis et cette instabilité politique, ça fait aussi beau jeu pour Macron au niveau de l'élection, mais également au niveau des partis de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a quand même eu un grand vote, enfin beaucoup de voix, on a pu voir dans les pourcentages, c'était pour faire barrage à l'un ou à l'autre ou autre. Et donc finalement, est-ce que c'est très représentatif d'une force politique ?
ce que font Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Parce que si on enlève les pourcentages de personnes qui ont voté pour faire barrage, alors Jean-Luc Mélenchon reste haut au premier tour, mais finalement, on sait que c'est quand même ceux du PS, des écologistes, des partis de gauche qui ont compris que s'ils voulaient espérer avoir au deuxième tour une force de gauche, il fallait se ranger derrière Mélenchon. Ça ne lui donne pas pour autant vraiment un blanc-seing sur le futur. Alors, il essaie de mener sa barque comme ça, mais… Ta question peut-être plus précise. Ta question? Oui, donc quel avenir, entre guillemets, potentiel pour la droite et la gauche dans ce contexte, sachant cette incertitude de l'élection? C'est un peu vague, désolé, hein. Non, mais je fais bref. Alors, il y a quand même un gros problème de ce côté-là, c'est que les partis traditionnels, PS et à droite aussi partis républicains, sont en grande difficulté, et même les écolos, enfin les Verts, pardon, ils sont en grande difficulté financière. C'est ce qu'on oublie de dire parce ils se sont hautement endettés. Et comme certains sont en dessous des 5%, la barre fatidique, où il y a un remboursement de l'État pour les dépenses de la campagne électorale, c'est une situation assez grave pour la droite et la gauche. Il pourrait y avoir justement une refonte. On se souvient que le Parti socialiste avait dû revendre la rue de Solferino, leur grand bâtiment, pour pouvoir rembourser leurs dettes. Donc là, ça va bien plus loin la question purement politique, c'est vraiment la question de la survie même de ces partis-là, et pas que le nom, qui pourrait peut-être alors être racheté par d'autres partis. Mais je crois que ça va même plus loin que le parti, que la partie purement pécuniaire et financière. Je crois que ça montre combien la politique poussiéreuse du passé énerve la nouvelle génération, ennuie, ce sont des discours poussiéreux qui n'arrivent plus à être en phase avec les problèmes actuels. Les gens ont envie d'avoir un pouvoir d'achat renouvelé, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont se chauffer pour l'hiver prochain. Ils ont vu une augmentation avec des indexations de prix de l'énergie. Ils se demandent, heureusement maintenant on a le printemps, ça se réchauffe, mais des questions purement concrètes et terre à terre. S'il fallait vraiment regarder les candidats, ils se demandent un peu qui va pouvoir répondre à leurs questions. Et de ce côté-là, on se tourne alors vraiment vers des candidats un peu extrêmes qui ont des positions démagogiques. Et là, c'est de la politique un peu qui engrange un maximum de voix. J'ai essayé de faire simple, hein. Merci beaucoup. Jeff, tu voulais poser une question? Sans problème. Oui, est-ce que le grand absent ne serait pas, il pourrait se radicaliser? Parce qu'on a pas mal de… En effet, on a les extrêmes, il y a eu des votes sur les extrêmes, mais on a quand même un taux d'abstention qui est relativement important. Et on voit réapparaître on parle toujours des antifas ou autres, mais on voit réapparaître de nombreux groupuscules qui étaient perdus avec la Troisième République, qui se réactivent. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un soulèvement de la population? Le soulèvement de la population a déjà eu lieu avec les Gilets jaunes. Si on continue dans ce sens et que Macron, avant l'hiver ou avant le début de l'automne, n'a pas apporté un certain nombre de réponses extrêmement concrètes pour une bonne partie de la population et pas que ceux qui se sont abstenus, à ce moment-là, je crois qu'il y aura de nouveau des soulèvements après l'été. Parce qu'il n'y aura même pas de lune de miel entre l'électorat et le président qui a été réélu. Il y aura vraiment une attente, et pas que des extrêmes, des abstenus, de toutes les personnes en fait qui attendent au tournant, et le tournant il est ici maintenant, hein. C'est juillet-août, et s'il n'y a pas de réponse au début de l'automne, des personnes vont retourner sur la route. Covid ou pas, je suis sûr et certain qu'à ce moment-là, des personnes, et je ne parle pas de soulèvement ici, je ne suis pas en train de dire de personnes qui vont lancer des cocktails Molotov ou autres, je parle simplement des personnes qui auront faim, qui ne seront plus financées, qui au 20 du mois vont se poser la question de comment est-ce qu'on va donner à manger aux enfants, ou comment on va chauffer, ou alors qu'ils feront des choix entre se chauffer et manger. Et ça, de ce côté-là, le président est attendu au tournant. Sous quelle forme? Là, c'est vraiment l'avenir qui va nous le dire. Mais ce sera à brève échéance. Merci Roberto. Une mini-question, Jean, parce qu'on arrive à la demi-heure. Quel sera selon toi l'effet de la guerre ukrainienne sur les flux migratoires, avec le problème du blé? Je vais essayer de répondre très vite. Donc certains pays commencent à grincer les dents, sont en train d'appliquer des politiques très étranges. Ils font rentrer tous les Ukrainiens, mais d'un autre côté, l'ensemble des autres migrants qui déposent une demande, on le voit avec la Grande-Bretagne et c'est à l'étude au Danemark, ils sont en train de regarder si on ne peut pas les caser parce qu'ils ont un accord avec le Rwanda.
Certaines populations à travers l'Union européenne commencent à grincer des dents aussi d'avoir fait rentrer sur leur territoire énormément d'Ukrainiens en considérant, notamment, je vous cite juste un exemple ici en Belgique, vu que je suis à Bruxelles, on connaît les liens historiques entre la Belgique et le Congo. Eh bien, il y avait des étudiants congolais qui étaient en train d'étudier en Ukraine, qui ont dû rentrer donc en Belgique alors qu'ils étaient basés à l'université de Kinshasa. Ils n'ont pas eu de visa pour pouvoir rester en Belgique, ils ont dû repartir au Congo, alors qu'ils étudiaient en Ukraine. Mais les Ukrainiens ont pu rester en Belgique. Et donc, ils sont fait entendre dans la presse en disant mais on est des citoyens ou des réfugiés de série B, de deuxième classe, comment est-ce possible ça en 2022? Et donc, je crois que peut-être pas tout de suite, parce qu'à l'heure actuelle, c'est dans le vent et à la mode. Enfin, on ne peut pas critiquer l'Ukraine, ou sinon on est considéré comme pro-russe. Mais là aussi, passer l'été et passer cette approche-là où on aura eu énormément de réfugiés ukrainiens sur nos territoires, je crois que certaines personnes risquent de faire entendre leur voix et de ne pas comprendre pourquoi il y a des citoyens ou des réfugiés de première catégorie et certains de deuxième ou de troisième. Ça risque d'être une bombe à retardement. D'accord, merci. Merci beaucoup, Roberto. Nous voici, si on veut bien garder le jeu, à la demi-heure. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un chaleureux applaudissement. Merci du fond du cœur, Roberto. Merci, Roberto. Très intéressant. Ce n'est pas comme si tu étais en présence. Permettez-moi d'arrêter l'enregistrement.